Moi, je propose qu'on a beaucoup parlé. On ne donnerait pas la parole à la salle? Oui, on va donner la parole à la salle. Alors, j'aimerais bien, si Sylvia Lippi, qui a un titre qui correspond tout à fait à quelque chose que je trouve important, que j'essaye de travailler comme je peux, sur la dimension hallucinatoire du désir, et justement sur la dimension de fiction, c'est-à-dire le passage de quelque chose d'hallucinatoire et de potentiellement délirant à une construction fictionnelle qui, je dirais, fictionnelle, on dirait que c'est à côté de la réalité. Non, c'est ce qui produit la réalité, c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire, c'est ce dans quoi nous vivons dans cet espace fictionnel. Voilà. Oui, j'étais intéressée à partir de l'assonance entre délire et désir. Tout est parti de là. L'article que je pensais d'écrire, délire, désir, est-ce qu'il pouvait, à partir de cette assonance, de ce jeu de langage, il pouvait y avoir quelque chose de proche? Eh bien, ma réponse a été oui. Et au sens, oui, comme disait Olivier tout à l'heure, j'ai d'abord essayé de distinguer les coordonnées du désir dans la névrose, donc les coordonnées encadrées dans les fantasmes, dans l'Édipe, etc. À partir de cette construction fictive, alors qu'en suivant aussi les écrits de Deleuze, je me suis dit, est-ce que les désirs du psychotique suivent les mêmes coordonnées ou non? Bien évidemment, il y a un fantasme, il y a de l'Édipe, il ne s'agit pas de reculer tout ça, mais je pense que les désirs ne se soutiennent pas, encore une fois, de l'Édipe et de toute cette panoplie qui tourne autour de la question paternelle. Je pense, sauf notamment dans les délires, hein, où le père apparaît là-bas, mais ça ne se conclut pas là-bas. C'est comme une étape, je dirais. Et c'est à partir de cette élaboration, à partir de l'idée, notamment, j'ai pris un cas, le cas d'une femme qui essaye de se démêler avec son désir à partir de la fiction. Et malheureusement, elle n'y arrive pas trop, jusqu'à quand il y a toutes les béquilles qui peuvent permettre à un psychotique de se confronter avec ses désirs, avec son désir. En ce sens, je dirais, même si je crois que c'est plus complexe, penser les désirs dans la psychose comme une défense de la jouissance, comme disait Marc tout à l'heure, je pense que c'est quand même plus complexe dans la question lacanienne du terme, mais en même temps, je pense que dans la psychose, il y a comme une sorte de désirs et de jouissances qui s'entremêlent. Et en ce sens-là, les sujets doivent inventer des béquilles, doivent inventer des stratagèmes pour y faire avec ces problématiques qui concernent tout sujet qui a le désir. Alors que les fantasmes bien construits servent d'assise dans les désirs, dans la névrose, alors que je crois que dans la psychose, cette mise en scène ne peut pas avoir son effet, donc il doit y avoir d'autres formes. Mais la question centrale, en ce sens je suis un peu Marx-Strauss, la question de la folie du désir, c'est une question qui concerne tout le monde. Donc tout le monde a affaire avec cette partie-là, à travers les symptômes ou à travers les formations qui sont l'hallucination et les délires. Mais ce sont des formes différentes qui ont des coordonnées différentes et des constructions différentes, et c'est assez intéressant de voir comment les sujets peuvent se démêler avec cette question-là. Sylvia, excuse-moi, juste pour revenir sur ce que tu as dit sur désir, jouissance, mêlée. C'est un peu la thèse de Deleuze. Hein. Pour lui, les désirs, ce sont des machines. Hein. Ce sont des machines qui ont des constructions particulières, variées, et une des possibilités, c'est notamment les délires. Hein. Mais il est vrai que j'avais une fois, c'est curieux que Marc il est là, mais j'avais écouté, j'étais à aux journées du forum de Champ Lacanien sur les désirs, et j'avais trouvé très très intéressant l'intervention notamment de Colette Solaire, où elle analysait la question du désir à partir du réel, c'est-à-dire comme un événement, au-delà notamment de tout ce qui puisse être interdit, interprétable, de tout ce qui puisse être
disons, encore une fois, derrière la question du fantasme. Quand on parle du désir, on est souvent derrière la question du fantasme. Et elle les voyait à partir d'une autre perspective. À partir d'elle, elle disait, on ne peut plus lire les désirs aujourd'hui sans les lier à la question du réel. Donc, à la question de la jouissance dans ce sens-là. Et les côtés, par exemple, les côtés du désir qui est impliqué dans les symptômes, il est, à mon avis, quelque chose de fou, comme disait Marc, et donc qui amène d'emblée, dans la question du désir, il y a d'emblée la question de la jouissance. On ne peut pas séparer les deux. En quelque sorte, il faut penser les articulations, toute forme d'articulation. Et c'est ça, au lieu de penser les symptômes comme substitut, comme quelque chose interprété. Bien sûr, il y a cette phase-là, mais il y a l'inarticulable, il y a l'inanalysable qui va notamment du côté du réel. Et c'est là que c'est intéressant dans les désirs. Au lieu de les penser encore une fois comme, voilà. Sylvia, qu'est-ce qui garantit un sujet que le désir de l'autre, c'est du désir et pas de la jouissance? C'est ça. C'est-à-dire que c'est fondamentalement la question de l'angoisse. Et on voit bien que les modes névrotiques sont assez particuliers du traitement du désir de l'autre, c'est s'assurer que l'autre reste désirant, et pas l'autre de la jouissance, l'autre qui reste désirant. Y compris, du reste, en faisant complètement, comme le soulignait cette jeune collègue, la Fanny Chevalier, en faisant table rase des insignes du désir dont on pourrait se parer. C'est aussi dans cette espèce de dialectique par rapport à ce que l'autre me veut, qu'est-ce qui m'assure que c'est du désir. Mais il y a peut-être un désir où l'autre n'est plus aussi, disons, aussi impliqué. Il y a peut-être un désir où l'autre, il a une place qui n'est pas aussi déterminante. Il y a des solutions, on dit psychotiques, oui. Parce que c'est pas très futé de parler de l'autre psychose comme ça. Des solutions où il y a des îlots de pacification du mauvais vouloir de l'autre. Il y a des îlots de pacification. Là, l'autre me permet de faire des listes, là, l'autre me permet de confectionner un petit bord, de confectionner une petite succession, etc. Et puis, parfois, c'est une œuvre absolument immense. Immense. Qui fait que c'est pas simplement que l'autre me permet d'eux, mais que mon œuvre immense permet à l'autre de ne pas crever. Ça, c'est des choses très importantes dans la psychose. Ce sont les gardiens de la précarité de l'assistance de l'autre dans le monde. On va peut-être donner la parole à Gorana, qui ne l'a pas eu jusqu'à présent. Pourquoi ça m'intéressait d'écrire quelque chose dans ce numéro? C'est parce que, voilà, il y a quelque chose du désir, que la psychanalyse fonctionne. Voilà. Comment la clinique fonctionne et comment nous allons pas nous tomber ensemble avec notre patient dans l'hallucination ou dans un trou ou dans quelque chose qui est tout le temps là quand même, qui est là et qui est jamais séparé, c'est ça la difficulté, qui est jamais séparé la pulsion de mort de la pulsion de vie. De toute façon, pour moi, je suis désolée de le dire, mais le texte éclairant, comme toujours, est celui de Pommier. Ça porte pourquoi? Parce qu'il y a des faits cliniques. On peut se rendre compte que cette folie du désir, si nous apprenons à ne pas séparer la pulsion de mort et la pulsion de vie comme deux choses quand même, que nous voyons tout le temps comme quelque chose où nous devons sauver la pulsion de vie dans la cure pour que la pulsion de mort se tire. Il faut absolument donner son moment et savoir soutenir aussi quelque chose de fou dans la cure, quelque chose de fou. Donc, quelque chose qui peut nous paraître tout à fait condamnable. Alors bon, moi, dans le texte que j'ai écrit, j'ai parlé d'une
quelque chose qui à moi m'a apparu comme assez fou, c'est un patient que j'ai rencontré et après plusieurs mois, ou peut-être même plusieurs années de cure, on est arrivé à une découverte quand même, découverte qui a libéré un peu le sujet de son angoisse, c'est que le traumatisme de guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de son grand-père, fonctionnait encore et était là, présent, 100 ans après que cette guerre ait eu lieu. Et donc, ce qui m'a fait un peu penser et questionner sur les conséquences quand même d'une folie collectivisée, si vous voulez, dans les guerres et dans le fait des conséquences de nos actes, de toute façon.